Bienvenue à notre analyse. On part aujourd'hui d'un paradoxe qui est assez fascinant quand on y pense. Le Québec est connu dans le monde entier pour son hydroélectricité. C'est presque notre carte de visite. Pourtant, les sources qu'on a sur la table nous montrent que près de la moitié de toute l'énergie qu'on consomme ici, c'est des hydrocarbures qu'on importe. Et c'est une réalité qui frappe de plein fouet le facteur industriel. L'électricité, aussi avantageuse soit-elle, ne fait pas tourner toutes les machines. La chaleur des fours, la flotte de camions, tout ça, c'est une autre histoire. Très complet. On va évidemment parler des fameux tarifs d'électricité, mais surtout, on va creuser ce qui se passe avec les autres sources d'énergie. On parle de leurs coûts, de leur disponibilité, de leur avenir. Pour faire ça, on s'appuie sur une bonne pile de documents, une comparaison nord-américaine très détaillée des prix de l'électricité, le grand rapport annuel sur l'état de l'énergie au Québec et plusieurs fiches techniques sur les filières émergentes. Voilà, la question qui va nous guider, c'est donc, dans un monde en pleine transition énergétique, quels sont les véritables avantages, les coûts cachés et les défis à long terme pour une entreprise qui choisit de s'établir ou de grandir au Québec? Commençons par le plus évident, ou ce qui semble l'être, l'avantage électrique. OK, déballons ça. Tout le monde sait ou croit savoir que l'électricité n'est pas chère au Québec. C'est un argument de vente majeur. Mais à quel point cet avantage est-il réel pour un gros consommateur industriel quand on se compare aux autres grandes villes en Amérique du Nord? C'est là que les chiffres deviennent très, très concrets. Si on se base sur la plus récente comparaison d'Hydro-Québec, avec les données d'avril 2024, le portrait est sans équivoque. Pour une clientèle de grande puissance, disons une usine qui a besoin de 5000 kW, Montréal arrive au tout premier rang des 22 grandes villes nord-américaines étudiées. Premier rang, c'est pas rien. Mais est-ce qu'on peut visualiser l'écart? C'est de quel ordre de grandeur qu'on parle? On peut le faire avec un indice, c'est très parlant. Si on dit que le coût à Montréal est de 100 pour servir de base, D'accord. Toronto est déjà à 192, c'est pratiquement le double. Ah oui? Et San Francisco, 199, et après ça décolle. New York est à 371, Wow! Boston 449, et le champion San Francisco est à 461. Attendez, 461, ça veut dire que la même facture d'électricité coûte plus de 4 fois et demi plus cher à San Francisco qu'à Montréal pour la même usine. C'est colossal. Exactement. L'avantage est massif. Il y a par contre une petite nuance à apporter. Pour les très, très gros joueurs, ceux qui consomment 50 000 kWh et plus, Oui. Montréal glisse en deuxième position, tout juste derrière Winnipeg. L'avantage reste énorme, mais Winnipeg prend une très, très légère avance dans cette catégorie de poids lourds. Ah, ça c'est intéressant par contre. Mais en lisant les sources, je suis tombée sur un mécanisme qui semble complexifier le portrait. On parle d'interfinancement. J'ai l'impression que le prix affiché sur la facture ne raconte pas toute l'histoire. Vous mettez le doigt sur un point absolument fondamental pour une entreprise qui veut comprendre son coût réel. Le rapport de la chaire de gestion du secteur de l'énergie l'explique très bien. L'interfinancement, c'est un mécanisme de subvention croisée. Essentiellement, les clients commerciaux et industriels paient une partie de la facture des clients résidentiels. Ils payent plus cher que ce que ça coûte réellement à Hydro-Québec pour les alimenter. Précisément. Les données 2023 sont claires. Les clients industriels au tarif L paient environ 13 % de plus que leur coût de service réel. Mais pour les clients commerciaux, c'est encore plus frappant. De combien? Les clients commerciaux au tarif M paient 40 % de plus que le coût réel pour les desservir. 40 %! C'est énorme. Ça veut dire qu'un commerce, une PME, paie une surprime de 40 % sur chaque kilowattheure pour aider à maintenir les tarifs résidentiels bas, qui, eux, sont facturés 18 % sous leur coût de service. C'est un enjeu social et politique majeur qui se retrouve sur la facture d'électricité des entreprises. C'est exactement ça. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, ça veut dire que l'avantage concurrentiel du Québec est en fait encore plus grand qu'il n'y paraît. Si on retirait ce mécanisme, le coût moyen pour un client industriel passerait de 5,28 cents le kilowattheure à 4,62 cents le kilowattheure. Ah oui! L'avantage déjà le meilleur en Amérique du Nord deviendrait carrément écrasant. L'avantage électrique est donc non seulement réel, il est même sous-estimé si on regarde le coût de service pur. Mais comme vous le disiez au début, ça ne couvre qu'une partie des opérations. Cet avantage-là ne paye pas la facture de gaz naturel d'une aluminerie ou le diesel des camions. Et là, on entre dans une histoire complètement différente. On entre dans l'autre moitié du bilan énergétique, celle qui est entièrement importée et souvent oubliée dans le discours public. Les données 2022 montrent que les hydrocarbures comptent pour près de 50 % de toute l'énergie primaire consommée au Québec.
C'est 33 pour le pétrole, 15 pour le gaz naturel et un petit 0,7 pour le charbon et le coke. Et pour l'industrie, le gaz naturel, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de procédés. Absolument. Pour la chaleur à haute température, la cuisson de produits ou même Quels sont les enjeux de coût pour une entreprise qui en dépend? l'approvisionnement est 100 nord-américain. Le gaz nous arrive par un immense réseau de pipelines qui prennent leur source alimente le Québec. Mais le plus grand changement, pas la provenance, c'est la composition du gaz et son coût. Vous parlez de l'arrivée du gaz dit renouvelable. Dans son réseau et depuis 2024, la facture est partagée par tout le monde via des frais de socialisation. Et c'est là que ça fait mal, le prix. C'est un défi immense. Dire que plus la part de renouvelables augmente dans le réseau, plus la facture de gaz de tout le monde va grimper mécaniquement. C'est inévitable à moins d'un changement technologique majeur. Les sources calculent que pour que le GNR devienne compétitif par lui-même, il faudrait un prix sur le carbone d'environ 400 $ la tonne. On est très, très loin de ça actuellement. Parlons de l'autre grand hydrocarbure, le pétrole. C'est crucial pour tout ce qui est transport et logistique. En effet, le pétrole est roi dans le secteur des transports. Et là aussi, il y a eu un changement stratégique majeur, mais silencieux, au cours de la dernière décennie. Jusqu'en 2015 environ, les raffineries de l'Est du Canada s'approvisionnaient beaucoup sur le marché international, pétrole de la mer du Nord, d'Afrique. Mais depuis la période 2015-2019, le changement a été complet. L'approvisionnement en pétrole brut est maintenant 100% nord-américain, venant de l'Ouest canadien et des États-Unis. Ce qui a des conséquences stratégiques, est-ce que ça nous rend plus en sécurité ou simplement dépendants de partenaires différents avec des risques différents? C'est un excellent point. D'un côté, on est moins exposé à la volatilité du transport maritime mondial ou aux conflits au Moyen-Orient. De l'autre, on devient beaucoup plus vulnérable aux enjeux de logistique terrestre nord-américaine. La capacité des pipelines, les conflits politiques transfrontaliers sur les projets d'infrastructure ou même les grèves dans le secteur ferroviaire. L'infrastructure est robuste, avec des pipelines comme le Portland-Montréal, le rail et les grands terminaux maritimes de Québec, Montréal et Sorel-Tracy. Mais les points de pression ont changé. On voit bien le portrait se dessiner. On a d'un côté une électricité très avantageuse, mais avec des nuances importantes, et de l'autre, une dépendance totale à des hydrocarbures importés d'Amérique du Nord, dont les coûts sont appelés à augmenter à cause de la transition. Alors, vers quoi on se tourne pour l'avenir? Le bouquet énergétique de demain sera sans aucun doute plus diversifié, mais aussi plus complexe. Les sources qu'on a analysées pointent vers 3 grandes filières en développement: la biomasse, l'hydrogène vert et, massivement, l'éolien. La biomasse, elle est déjà un peu là, non? Oui, elle représente déjà 7 de notre énergie primaire. Elle est surtout utilisée par les industries forestières, comme les pâtes et papiers, qui brûlent leurs propres résidus pour produire de la chaleur et de l'électricité. C'est un bel exemple d'économie circulaire. Le futur de la biomasse, c'est surtout dans sa transformation en biocarburant liquide pour décarboner le transport. Le projet à Varennes, qui va transformer des déchets en méthanol, en est un exemple phare. D'accord. Ensuite, l'hydrogène vert. C'est le mot à la mode, on en entend parler partout. Est-ce que c'est du concret? Ça commence à l'être. On voit dans les documents plusieurs projets industriels majeurs. Mais le point que les industries doivent absolument saisir, c'est l'appétit gargantuesque de ces usines pour l'électricité. Produire de l'hydrogène vert par électrolyse, c'est extrêmement énergivore. Donnez-nous une image pour comprendre l'échelle du défi. L'exemple qui frappe le plus, c'est celui des camions lourds.
Si on voulait demain matin convertir toute la flotte de camions lourds du Québec à l'hydrogène vert, il faudrait produire 35 TWh d'électricité de plus chaque année, juste pour eux. 35 TWh, c'est complètement fou. Pour que les gens saisissent, c'est presque l'équivalent de la totalité des exportations d'Hydro-Québec en une année. On parle de construire l'équivalent de plusieurs grands barrages juste pour alimenter nos camions. Ça remet toute la discussion sur l'hydrogène en perspective. Exactement. Et ça nous amène à la troisième filière, l'éolien, qui est la solution privilégiée par Hydro-Québec pour produire tous ces nouveaux électrons. Mais l'intégration massive d'éoliens sur le réseau n'est pas une simple addition. Les sources parlent d'un triple défi technique. Un triple défi? Expliquez-nous ça simplement. Quel est le premier? Le premier, c'est la réduction de l'inertie du réseau. Il faut imaginer le réseau électrique comme une immense toupie qui tourne à une vitesse très stable. Nos grosses turbines hydroélectriques, par leur masse physique, agissent comme le poids de cette toupie et la gardent stable. Les éoliennes, elles, sont connectées par de l'électronique de puissance. Elles n'ont pas cette masse, cette inertie mécanique. Chaque éolienne qu'on ajoute, c'est comme si on enlevait un peu de poids à la toupie. Elle continue de tourner, mais elle devient plus instable, plus nerveuse. En cas de pépin, comme la perte soudaine d'une ligne, la fréquence peut chuter beaucoup plus vite. C'est une excellente image. Le réseau devient plus fragile. Quel est le deuxième défi? C'est l'affaiblissement de la tension. La stabilité de la tension, c'est vital pour tous les équipements modernes. Avec une part massive d'éolien, qui est une source d'énergie intermittente et située loin des centres, c'est plus difficile de garantir une tension stable partout et en tout temps. Donc, pour une usine qui opère avec de la robotique de précision ou des serveurs sensibles, une simple fluctuation de tension, même brève, pourrait vouloir dire une chaîne de montage à l'arrêt ou des données corrompues. Ce n'est plus juste une question de coût de l'énergie, c'est un enjeu de risque opérationnel. Vous avez tout compris. Et le troisième défi, c'est la congestion du réseau. Parfois, la nuit, par exemple, il y a beaucoup de vent et peu de demande. Les parcs éoliens pourraient produire à plein régime, mais les lignes de transport, les autoroutes de l'électricité, sont pleines. Elles ne peuvent pas acheminer toute cette énergie. L'opérateur du réseau doit alors demander aux éoliennes de freiner leur production. On est donc en train de jeter de l'énergie propre parce que les tuyaux sont pleins. C'est paradoxal. Face à ces défis, est-ce qu'on a des solutions? Oui, bien sûr, des solutions existent et sont en déploiement, mais elles ont un coût et ajoutent de la complexité. On parle de stockage par batterie à très grande échelle pour aider à stabiliser la fréquence. On parle aussi d'installer des compensateurs synchrones, qui sont en gros des moteurs qui tournent à vide sans rien produire, juste pour recréer l'inertie et la stabilité de tension qui manquent. Pour une industrie, la question à se poser n'est plus seulement origer du courant, mais bien, ce courant sera-t-il de qualité et fiable en tout temps? OK, essayons de rassembler tout ça. Si on devait distiller le grand message de cette analyse pour un décideur industriel qui nous écoute, que devrait-il retenir? Premièrement, que les tarifs d'électricité au Québec sont un avantage concurrentiel absolument indéniable et même sous-évalué si on tient compte du mécanisme d'interfinancement. Le coût de service réel est encore plus bas, c'est un argument de poids. Deuxièmement, la dépendance aux hydrocarbures importés est une réalité incontournable qui expose les entreprises à des dynamiques de coûts totalement différentes. Il faut maintenant budgéter non seulement le prix du carbone, mais aussi les frais croissants liés à l'intégration obligatoire des gaz renouvelables qui sont beaucoup plus chers. Et troisièmement, l'avenir énergétique sera plus diversifié, mais aussi beaucoup plus complexe sur le plan technique. L'arrivée massive de l'éolien, nécessaire pour alimenter les nouvelles filières comme l'hydrogène, va faire des enjeux de fiabilité et de qualité de l'onde électrique des paramètres de plus en plus critiques dans la planification des opérations. C'est limpide. Pour terminer, y a-t-il une dernière pensée, une idée un peu plus large que nos sources inspirent et qui pourrait nourrir la réflexion? Ce qui est fascinant, c'est qu'en creusant ces données, on découvre un fait contre-intuitif. Le Canada, et par extension le Québec, a l'une des productivités énergétiques les plus faibles des pays industrialisés. Autrement dit, on utilise beaucoup d'énergie pour chaque dollar de PIB qu'on produit. Historiquement, comme l'énergie ne coûtait pas cher, l'incitatif à optimiser chaque kilowattheure ou chaque gigajoule était peut-être moins fort qu'ailleurs. Et maintenant que la transition énergétique introduit toutes ces nouvelles variables de coût, de complexité et de fiabilité. Précisément. La compétitivité de demain ne se jouera peut-être plus seulement sur le prix de l'énergie qui entre dans l'usine, mais sur l'efficacité avec laquelle cette énergie est utilisée à l'intérieur de l'usine. Et ça nous amène à une question de fond pour la stratégie industrielle au Québec. Allons-y.
que signifierait pour nos entreprises un changement de paradigme où l'on passerait d'une obsession pour le coût de l'énergie le plus bas à une quête acharnée de la productivité énergétique la plus élevée.